Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Floriane Bangar est entrepreneuse, professeure de yoga et de bains sonores. Dès son plus jeune âge, elle se crée une carapace pour masquer son hypersensibilité. Elle fait une école de communication, l'EFAP, pour rentrer dans les cases, mais ne se sent pas alignée. En 2012, elle décide de fuir sa réalité et s'envole pour Sydney, où elle découvre le yoga. Elle rentre en France et en 2017, elle tombe amoureuse de la Californie suite à un voyage, s'y installe et ouvre un studio de yoga avec son compagnon. À Los Angeles, elle découvre de nombreuses pratiques bien-être, dont le sun bath, une forme de méditation qui utilise le son et qui se pratique notamment avec des bols de cristal. Cette thérapie très puissante a des pouvoirs de guérison extraordinaires et qui transforme totalement la vie de Floriane en la réconciliant avec elle-même. En 2020, en plein confinement, ses clientes lui demandent conseil pour aller mieux. C'est à ce moment-là que germe l'idée de son application, Bubble Wellness, qui rassemble toutes les pratiques qui ont aidé Floriane. La méditation, le sun bath, le coaching ou encore la respiration. Dans cet épisode, Floriane me raconte les étapes de son changement de vie pour entreprendre dans le bien-être, les principaux aléas qu'elle a rencontrés et dépassés, les principaux bienfaits du sun bath, ses conseils pour maximiser notre bien-être quotidien. En vous enregistrant sur Bubble Wellness, vous bénéficiez de 2 semaines d'essai gratuits. Le lien est dans les notes de l'épisode. Restez jusqu'au bout, car petit cadeau, un sun bath de 5 minutes pour vous détendre et vous reconnecter. Belle écoute! Bonjour Floriane! Bonjour Laura! Comment vas-tu? Très bien, merci de me recevoir sur ton podcast. Avec plaisir, c'est un honneur pour moi de te recevoir. J'adore ce que tu fais. Et je l'ai testé, donc je sais de quoi je parle. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Floriane Bangar, je suis professeure de yoga, méditation et surtout de bains sonores. C'est comme ça que la plupart des gens me connaissent. J'ai également fondé une application pour le bien-être de l'esprit qui s'appelle Bubble Wellness et je suis maman d'une petite fille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer les moments forts de ton parcours et de ton histoire qui peuvent nous aider à te connaître avant ta découverte du sound healing dont on va parler aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, donc déjà avant toute chose, on va dire que mon parcours va commencer quand j'étais enfant. J'étais une enfant très sensible, très
empathique et aussi avec des émotions bouillonnantes, débordantes comme beaucoup d'enfants. Mais je pense que peut-être, contrairement à d'autres, je n'ai jamais réussi à les gérer. Je me souviens que en tant qu'enfant, il y avait aucun problème avec ça parce que c'est vrai que les enfants, on peut vivre, être joyeux ou très triste, il y a aucun souci. Par contre, à partir de l'adolescence où on nous demande de rentrer un petit peu dans des cases, de tout simplement en fait de se créer une sorte d'identité, j'ai eu beaucoup de mal parce que ces émotions étaient toujours présentes, mais je n'arrivais tout simplement pas à les faire rentrer dans les fameuses cases qu'on me demandait de choisir. Et donc à partir de là, j'ai commencé à finalement avoir un petit peu de mal avec ma personnalité et à me dire tout simplement, comme je n'étais pas quelqu'un de rebelle, on va dire, qui était prête à assumer qui j'étais. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, de beaucoup d'enfants finalement quand on a 11-12 ans et qu'on est balancé comme ça au collège. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est créer tout simplement une sorte de petit personnage. C'était juste cacher certaines parties de moi. Ça a commencé comme ça, jusqu'à me créer vraiment, en fait, une sorte d'alter ego. Ouais, complètement. Après, qui m'allait bien. En tout cas, j'avais pas l'impression de mal le vivre à l'époque. Et c'est juste que j'ai appris à tout simplement à commencer à cacher mes émotions dès l'adolescence. Voilà, donc l'adolescence. Après, j'ai fait une école de communication. J'ai fait l'EFAP, donc communication attachée de presse. C'était honnêtement toute ma vie s'est très bien passée. J'ai jamais eu de grands problèmes, mais en fait, j'ai gardé vraiment cette espèce de petite carapace pour me protéger mes émotions et puis cacher qui j'étais vraiment. Et finalement, en fait, pas être complètement aligné avec qui on est pendant des années et des années et des années. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Ça explose, exactement. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que j'arrivais pas vraiment à mettre de mots dessus parce que j'ai jamais été, on m'a jamais présenté de pratique bien-être quand j'étais jeune. Donc c'était toujours faire du sport, mais de la course ou ce genre de choses. Le yoga, je n'avais jamais entendu parler, la méditation non plus. Et donc en fait, à la fin de mes études à l'EFAP, je me suis dit, ok, je pars vivre à l'étranger pendant 1 an. Et en fait, c'était tout simplement ma façon à moi d'arrêter de pouvoir fuir toute cette réalité que je m'étais créée, avec laquelle j'étais fatiguée. J'en pouvais plus en fait de prétendre. Et le problème, c'est que comment on fait marche arrière ? Je savais pas, j'avais pas les réponses. Donc je me suis dit en partant à un endroit où personne ne me connaît, je vais pouvoir tout simplement me réinventer, prendre une pause, faire une pause avec moi-même tout simplement. Et donc j'ai choisi l'Australie comme beaucoup de personnes à l'époque. C'était en 2012 et c'est vrai que ça avait vraiment le vent en poupe avec le Working Holidays Visa. On pouvait partir pendant 1 an. Ouais, je m'en souviens, c'est vrai. C'était génial, voilà. Donc travailler, profiter, et c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, j'ai eu un petit boulot de serveuse, je surfais l'après-midi. C'était vraiment trop cool. Et justement, en Australie, j'ai une copine qui m'a entraînée de force à un cours de yoga parce qu'elle en faisait énormément déjà à l'époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga en 2012-2013, à peu près à Sydney. Et alors, ça n'a pas été un coup de cœur. C'était pour moi une pratique agréable, mais sans plus. Ok. Mais par contre, étonnamment, il y avait un petit quelque chose qui m'avait plu. Et donc, quand je suis rentrée à Paris à la fin de mon année, j'ai commencé à travailler dans la communication événementielle. Et il y avait, c'était un milieu très très stressant, à 1000 à l'heure, etc. Et donc, dès que j'avais l'opportunité de m'offrir un petit moment à moi, étonnamment, c'était toujours un cours de yoga que j'allais prendre. Ok. Voilà, donc ça a commencé en fait à doucement mais sûrement à rentrer comme ça dans ton esprit, dans tes habitudes. Et juste pour revenir avant qu'on poursuive, qu'est-ce que tu voulais à tout prix cacher quand t'étais jeune, adolescente? Parce que tu dis du coup que t'étais désalignée, que tu voulais pas montrer la vraie toi, mais c'était quoi la vraie toi que tu voulais pas montrer? Tu sais que je suis encore en train de travailler là-dessus, donc potentiellement c'est le travail de ma vie complète. Non, mais en fait, je pense que j'avais tout simplement honte d'être très très sensible.
Ok. de pleurer très facilement à l'adolescence, c'est pas possible. À l'âge adulte, je pense qu'on est plus tolérant quand on grandit, mais malgré tout, c'est difficile tout ça tout simplement en fait de se montrer vulnérable. Alors, j'ai l'avantage maintenant de travailler dans un milieu où il y a pas de problème si je me mets à pleurer, mes élèves sont OK parce que je suis dans ce milieu-là, mais je pense que beaucoup de personnes dans le monde professionnel, et c'est beaucoup de mes clients finalement, me disent mais en fait, j'encapsule tout bien parce que je n'ai pas le droit de montrer mes faiblesses, il faut foncer et au moindre signe de faiblesse, on est complètement. Mais la société, comme tu dis, ça dépend des milieux, mais je trouve quand même que on est dans une société qui évolue de plus en plus par rapport à ça, sur le fait de montrer ses émotions, sur le fait, tout ce qui est burn-out, c'est de plus en plus courant, accepté. Donc heureusement, j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction sur tous ces sujets. Je pense aussi effectivement, en tout cas, on a beaucoup plus conscience de tout ça aujourd'hui, c'est certain. Par contre, je ne suis pas sûre qu'encore suffisamment d'entreprises fassent des choses pour faire changer les choses et que justement les employés ne soient pas en burn-out. C'est clair. En 2012, tu découvres le yoga et puis en 2017, tu pars t'installer en Californie. Absolument. Est-ce que tu peux revenir sur cet aléa transformateur qui finalement te conduit à changer de vie et à entreprendre dans le bien-être? Absolument. Alors, donc en 2017, je suis à Paris. Depuis 2012, je fais toujours mon petit yoga et en 2017, ça a vraiment pris par contre une place très très importante dans ma vie. C'est devenu pour le coup ma passion à 100%. J'étais à fond dans le yoga. J'en faisais dès que je pouvais, vraiment, au moins 3-4 fois par semaine. Quel type de yoga ? Alors, j'ai commencé avec de l'ashtanga, donc très très carré et très physique aussi. J'avais besoin de cet aspect très c'est ça, où le corps était vraiment challengé, sollicité. Exactement et petit à petit j'ai commencé à amener des pratiques plus douces, mais ça a vraiment pris du temps. Il m'a fallu je crois que j'ai commencé le yin d'ailleurs en 2017. D'accord. Voilà. Et donc 2017, grande passion pour le yoga. Avec mon copain, on part se faire des vacances en Californie. Et c'est le coup de foudre total. C'est vrai. Ah ouais. Non mais vraiment, alors on était à Los Angeles et beaucoup de personnes peuvent avoir une image très superficielle de cet endroit. Ce qui est vrai, hein. Il y a une partie qui est très superficielle, mais nous, on est tombés amoureux avec l'énergie de la ville et surtout le fait que ce soit entouré de nature. Il y a aussi bien l'océan que les vallées. À 2 heures de là, il y a le désert ou des stations de ski. C'est juste mais hallucinant quoi. Et on a vraiment adoré ça et on s'est dit que mais en fait qu'on appartenait, qu'on devait aller vivre là-bas. On était pas mal à Paris, hein, mais on n'était pas alignés. Il y avait un petit truc qui nous manquait et en fait là-bas on s'est dit mais c'est tout parfait. Si on pouvait prendre notre famille et nos amis et embarquer tout le monde, ce serait l'idéal absolu. Et donc, en fait, à partir de ces vacances, on s'est vraiment tout simplement dit, il n'y a pas le choix, il faut qu'on parte vivre là-bas. Comment on peut faire ? Il faut qu'on monte une société pour avoir des visas. Et ça a commencé à cheminer. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut monter ? Et c'est vrai que moi, étant complètement passionnée par le yoga, je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose autour de ça. Donc bon, c'est vrai que le yoga étant très, très développé à LA, on s'est dit que on allait essayer d'apporter quelque chose d'autre. Donc on est parti d'abord sur un projet sur l'accompagnement des femmes enceintes, etc. D'accord. Tous les deux, du coup ? Tous les deux, avec aussi un couple d'amis qui finalement n'est pas venu. Donc c'est aussi pour ça que le projet a un petit peu pivoté. Donc on va pas rentrer dans les détails ici, mais voilà. Donc on est parti sur finalement un studio de yoga assez classique avec un espace aussi bien-être avec un sauna infrarouge, enfin des massages, des choses comme ça. Et voilà. Et finalement, en fait, tout s'est monté assez rapidement. On s'est bien entouré, on a pris un avocat qui nous a aidé à faire le dossier et on est parti quoi ? On est parti en 2017. Donc ça c'était en 2016 les vacances et on est parti en 2017. Moi, j'ai fait mon teacher training de yoga donc Ashtanga Vinyasa. Un 200 heures, puis un 300 heures dans la foulée en l'espace de 5 mois. Et c'était pas vraiment pour enseigner à la base que je les ai passés, c'était
tout simplement pour me sentir légitime à embaucher des profs, savoir un petit peu de quoi je parlais et éventuellement pouvoir être présente si jamais il y avait un prof qui me plantait à la dernière minute. On sait que ça c'est des choses qui arrivent. Donc voilà. Et puis on est parti, on a commencé à chercher des locaux sur place, on a fini par trouver et après moult péripéties, j'imagine. Ouais, c'est ça, auquel on s'attendait pas du tout évidemment. Et on a trouvé un espace incroyable à Santa Monica, à 2 pas de l'océan et voilà, l'aventure a commencé. Et vous êtes resté combien de temps là-bas du coup? On est resté 3 ans. 3 ans. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Donc de 2017 à 2020, c'est vraiment là que t'as amorcé ton changement de vie, ton changement de carrière. Carrément. Qu'est-ce que t'as trouvé de plus facile et de plus difficile dans ce changement de vie? Alors, l'aspect changement de vie, pour moi, le côté très facile, ça a été finalement quasiment tout. Quasiment tout parce que à l'époque, je travaillais pour une marque de vêtements et j'étais responsable des ventes internationales. Donc, mon travail, c'était tout simplement de vendre des collections constamment. Et moi qui suis quand même assez impliquée niveau écologique, je ne trouvais plus aucun sens dans ce que je faisais et même je me disais que j'étais du côté du diable, on va dire. Ouais. Donc j'étais finalement en fait je savais que tout ça devait changer et par contre je n'aurais jamais eu je pense à l'époque le courage de me lancer dans un projet comme ça, sans mon copain qui lui est vraiment un entrepreneur dans l'âme, qui n'a absolument pas peur de toute cette partie-là, de créer des sociétés, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc c'est vraiment lui qui m'a un petit peu donné l'impulsion de me lancer. Et vraiment en fait tout c'est à ce niveau-là. Pour moi il n'y avait pas un doute dans ma tête que c'était ce que je devais faire et que enfin j'allais faire quelque chose qui avait du sens pour moi et je pense que ça c'est le plus important, c'est trouver du sens quand on se réveille le matin et faire quelque chose qui nous anime tout simplement. L'aspect difficile ça a été tout simplement oh là là, tout ce que je déteste en fait, l'administratif et le financier. Faut dire ce qui est aussi parce que quand on part aux États-Unis et lorsqu'on va avoir un visa investisseur, ça s'appelle comme ça, investisseur, il faut dépenser en fait il faut cocher beaucoup de cases. Il faut dépenser un certain montant, il faut au bout d'une année d'activité pouvoir justifier avoir embauché un certain nombre d'Américains, avoir dépensé aussi un certain montant sur le sol. Enfin voilà, il y a toute une checklist à faire qui est pas si compliquée que ça finalement lorsqu'on veut vraiment qu'on est sérieux dans son projet. Mais cependant, il faut pouvoir cocher tout ça. Et puis c'est vrai qu'en arrivant sur place, on avait essayé d'anticiper un maximum de choses, mais il y a plein de choses culturellement en fait dont on n'est pas au courant de comment les choses se passent. Et il y a eu 2-3 surprises au tournant clairement. Après ça c'est la vie d'entrepreneur, ouais. Il faut savoir être flex et s'adapter en fait, être adaptable à toutes les situations. Ça je pense que c'est nécessaire. Mais par exemple un des exemples les plus flagrants et les plus entre guillemets qui nous a mis tellement de bâtons dans les roues alors que c'est tellement bête, mais par exemple pour prendre un espace commercial dans Los Angeles, en fonction du nombre de mètres carrés, il faut pouvoir justifier d'un certain nombre de places de parking pour les clients. D'accord. Voilà, ça, en vivant en plus à Paris, oui, les places de parking, on n'y pense pas des masses. Et en fait, en arrivant là-bas, à chaque fois, on disait « Ok, et les places de parking sont où ?» Et les agents IMO nous disaient « Ouais, il y en a pas vraiment, vous pouvez embaucher des valets ou enfin un service de voiturier. » Et on se retrouvait à aller à la mairie, ils nous disaient « non, en fait, là, il n'y a pas de place de parking. » Donc on se disait « on peut pas louer. » Et on a cherché pendant des mois un emplacement. Et bref, celui qu'on a fini par trouver avait une structure de parking à côté et c'est ce qui nous a permis de le louer. Mais voilà, ce genre de choses toutes bêtes auxquelles on n'aurait jamais pensé, qui nous a mis des mois et des mois, qui nous a retardé de plusieurs mois dans le projet, quoi. C'est fou. Et en termes de financement, vous aviez mis de côté, vous avez eu des aides, comment vous avez procédé? On a mis de côté. Ouais. Complètement. Il faut à peu près, je crois, 100 000 euros
l'équivalent $100,000 pour partir. D'accord. À la louche, avec voilà. Encore une fois, il faut pouvoir aussi justifier de certaines dépenses sur place qui peuvent s'ajouter. Bon bref, ça pour le coup c'était plutôt la partie de mon copain. Donc je suis pas. D'accord. Moi ça me fait hérisser les poils. Ouais. Tout ce qui est argent, même si malheureusement c'est le nerf de la guerre Bien et sûr. c'est hyper important. Mais voilà, ça j'avoue avoir gentiment laissé ça de côté. Ouais, pas de souci. Sur ton chemin, tu découvres les sunbaths que tu enseignes aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue la première fois, à un événement. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'assister à une de tes séances dont je suis revenue. Oui. Vraiment, c'est pas pour te faire plaisir. Je vais pas dire transformée, mais extrêmement apaisée et convaincue par la pratique. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'en es arrivé là? Oui, bien sûr. Alors donc c'est justement quand j'étais à Los Angeles que j'ai pu découvrir énormément de nouvelles pratiques. C'est vrai que les Américains, surtout en Californie, ont quelques années, voire décennies d'avance sur nous en France, même à Paris. Et donc j'ai découvert plein de pratiques là-bas, notamment tout ce qui est breathwork, la respiration, et notamment justement le sound healing ou les bains sonores, sound baths. Pareil, j'étais traînée de force, c'est drôle, à mon premier bain sonore qui était fait avec des bols de cristal pour une pleine lune. Donc c'était toute une cérémonie. J'avais commencé le yoga plusieurs années auparavant, mais alors l'aspect méditatif pour moi restait un énorme mystère. Je pense que tout simplement je n'avais pas été présentée au bon, entre guillemets, bon type de méditation pour moi, et en fait la découverte des sound baths, mais ça m'a réconciliée, mais en un instant, avec la méditation, parce que je me suis dit mais en fait c'est comme ça que je veux méditer tous les jours. C'était juste un bonheur absolu. Donc voilà, ça c'était un petit peu la rencontre avec le sound bath. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? D'accord. Alors, les sound baths, tout simplement, c'est une forme de méditation qui utilise le son pour emmener dans un état de relaxation, de méditation. Donc, on peut utiliser finalement tous les instruments qu'on veut. On voit beaucoup, ce qu'on connaît, c'est les gongs, les bols tibétains, les tambours, les diapasons ou les bols de cristal. Ça, c'est un petit peu moins connu lorsqu'on n'a pas déjà le nez dans ce milieu. Mais en tout cas, moi, c'est mon instrument de prédilection parce que c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la pratique. Et c'est aussi ce que j'enseigne et que je donne lors de mes sessions individuelles et collectives. D'accord. Quel type de son, donc tu m'as parlé des instruments, mais quel type de sons sont utilisés? Et en fait, est-ce que tu peux me parler de ce qui t'a fait tant de bien, l'influence du son sur notre corps et notre esprit? Ouais, alors ça, on pourrait parler des heures et des heures là-dessus. Mais donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qui est sound healing, et pouvoir du son, de façon générale, on utilise des instruments qui ont énormément d'harmonique. Donc ça veut dire une grande richesse dans le son parce que c'est là où en fait l'intensité vibratoire est la plus élevée et a le plus de potentiel de, entre guillemets, guérison ou de ramener le corps à l'équilibre, l'énergie du corps à l'équilibre. Voilà. J'espère que c'est pas trop si, flou, ça va. Non, c'est clair, Okay. justement. Très bien. Donc voilà, tout simplement l'idée, que ce soit en session collective ou individuelle, c'est vraiment en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un bain sonore, c'est de se faire immerger dans les sons. Et les personnes les plus sensibles, et en fait de toute façon la méditation aide à travailler ça, on arrive en fait à ressentir les sons qui traversent le corps et qui justement en fait peuvent dénouer des blocages. Enfin, ça peut faire 1001 choses, mais ça permet entre autres choses de ramener l'énergie à l'équilibre. Voilà. Ça permet aussi au niveau du cerveau de changer les ondes cérébrales. D'accord. Donc souvent en fait on arrive dans une session avec des ondes bêta, donc ça correspond tout simplement, par exemple là on discute, on est dans des ondes bêta, on est bien conscient, on va dire. Ça va nous faire descendre dans des ondes alpha qui correspond à un état très détendu, très relaxé. Donc déjà ça en fait c'est bénéfique parce que ça aide le corps et l'esprit à se régénérer.
à se reposer, à se régénérer. Et peut-être même lors des sessions assez longues, donc je dirais au moins 30-40 minutes, on va pouvoir peut-être emmener l'esprit dans des ondes Theta. Les ondes Theta, c'est aussi ce qu'on a dans l'hypnose. Ça, en général, c'est parlant. Et c'est aussi ce qu'on va avoir, par exemple, au moment de s'endormir. Donc, D'accord. on est encore on est entre le sommeil et l'éveil, on bascule un peu entre les deux. Et souvent, pendant les soundbaths, on est dans cet état où on a l'impression de dormir, mais pas vraiment. Ouais, de partir un peu. Ouais. Et on perd notion du temps. Des gens me disent, mais on est resté là combien de temps? Et ils me disaient, mais ça peut être 5 minutes ou 2 heures, je n'ai aucune idée. Et c'est parce qu'on est dans cet état Theta, justement, ces ondes Theta, et qui permettent justement, en fait, de reprogrammer énormément de choses dans le corps. Donc, en fait, on travaille notamment en session privée avec le son, mais avec une intention aussi. Donc, il y a l'intention de guérir, d'amener, d'ajuster, peu importe en fait. En général, ça s'est vu avec le client en amont, mais en fait, le travail énergétique se fait également en base d'intention. L'intention, c'est vraiment la base de tout. Ok, et justement, si on parle d'intention, ça a des vertus anti-stress, peut-être anti-douleur. Est-ce que tu peux nous parler justement des principaux bienfaits en fait de cette pratique sur les maux que nous pouvons ressentir? Absolument. Alors, comme toute méditation, le soundbath, normalement, on est censé rester concentré, éveillé. Donc, l'invitation pendant une session de bain sonore, au lieu de rester concentré, par exemple, sur son souffle, lors d'une respiration de méditation un petit peu plus classique, là, ça va juste être de rester attentif au son qui nous entoure. Voilà. Sauf que bon, on le sait, souvent écouter des sons qui plus est assez mélodieux pendant 30, 40, une minute ou 1 heure, ça fait que on s'endort. Mais en attendant, c'est censé développer la concentration, aider à se concentrer sur une seule chose à la fois, ce qui est très très important. Ça a évidemment des bienfaits régénérants et donc en fait ça améliore le sommeil. Voilà, je dirais que c'est principalement ça qu'on va avoir en tout cas dans un soundbath collectif. Ok. Lorsqu'on travaille individuellement, là on peut vraiment faire presque tout en fonction des instruments qu'on va choisir parce que chaque instrument aussi va porter une énergie différente. Par exemple, les bols que j'utilise, les bols alchimiques en cristal, l'énergie cristalline élève. Vraiment, en fait, ça élève et ça a une résonance naturelle avec le corps. Qui va permettre en fait aux personnes de partir très très vite, très très loin. Les bols tibétains par exemple, donc ceux en métal, j'espère que tout le monde voit bien, ça va plutôt venir ancrer, ramener dans la terre et poser. D'accord. Donc en fonction en fait de la problématique de ton client, tu vas lui proposer des soundbaths différents. Exactement. Alors tout ça va dépendre vraiment des thérapeutes ou des personnes qui vont pratiquer, parce que aussi certaines personnes ne travaillent que avec un instrument. Donc il y a plein de façons après de faire bouger l'énergie, même si on n'a qu'un seul instrument. Mais oui, l'idée c'est ça effectivement, c'est d'utiliser une grande variété de sons en fonction de ce qu'on veut faire, bouger. D'accord. Toi, quand tu as découvert cette pratique jusqu'à maintenant, en quoi tu dirais que ça t'a transformé? Oh là là, à tous les niveaux en fait, parce que c'était vraiment la façon dont j'ai commencé à méditer. Et même si finalement le yoga m'avait déjà bien emmené dans dans tout ce monde de la conscience, de l'écoute de soi, je dirais que la méditation et donc les bains sonores, c'est ça qui m'a un petit peu, en tout cas qui commence à me réconcilier avec moi-même. Parce que tout simplement, la méditation, c'est une pratique qui nous invite à être en écoute avec nous-mêmes, d'être très honnête aussi avec ce qu'on est en train de vivre, qu'on aime bien ou pas d'ailleurs, ce qu'on est en train de ressentir. Ça nous apprend à être avec nous-mêmes et c'est un sacré chemin. Je pense vraiment pour le coup que ça va être toute ma vie, je vais évoluer et la pratique n'est jamais la même, mais c'est un beau chemin. Génial. En 2020, du coup, vous rentrez en France ? Absolument. On rentre en France, on vend le studio. C'était financièrement difficile parce que là-bas, en fait, ce qu'on ne connaissait pas, c'était ClassPass qui maintenant arrive beaucoup en France. Mais là-bas, c'était
très très connus à l'époque. Je devrais peut-être pas dire ça d'ailleurs, mais en gros ils nous ont ils sont venus nous proposer leurs services, sauf que ils nous proposaient leurs services mais à des prix très peu intéressants pour nous, sauf que c'était très important d'être sur leur plateforme parce qu'ils ont un nombre d'utilisateurs incroyable et que c'est presque indispensable en fait lorsqu'on ouvre son business d'être avec eux, de se maquer avec eux. Et voilà, donc pas facile de lancer. En plus, accessoirement, les mecs d'à côté ont fait des travaux pendant les 6 premiers mois. Ah ouais. Donc difficile de faire des cours de yoga quand il y a des marteaux-piqueurs à côté. Ouais, c'est clair. Il y a eu 2-3 trucs comme ça. Mais malgré tout, ça se passait pas trop mal, mais on a eu une offre de rachat d'un autre studio qui était à Venise, qui voulait avoir une antenne à Santa Monica. Et donc, on a accepté. Et donc, on est rentré en France. Un peu la mort dans l'âme au début, mais finalement, juste avant le Covid. Donc, finalement, bien vu. Bien vu. Franchement, on a eu quelque part, c'était notre bonne étoile qui nous a mis cette vente sur notre chemin. Et voilà. Et donc, de retour en France, j'ai pas voulu réouvrir un studio parce que j'avais vu aussi toutes les problématiques que ça entraînait. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger aussi. Et quand on a un studio, on est physiquement relié à un espace. Et donc ça, c'est vrai que je me suis dit, en fait, ça me convient pas. Donc je me suis simplement dit, ok, je vais commencer à enseigner le yoga et les sound baths. Je m'étais formée justement aux États-Unis avant de rentrer. Et ce qui était très drôle d'ailleurs, c'était que les studios au début étaient vraiment réfractaires à l'idée de proposer ces bols. Ils me regardaient un peu genre non, c'est trop perché. Et donc en fait, je leur ai dit ce que je vais faire, c'est que j'amène les bols dans mes cours de yin. Et si ça marche pas, dans 2-3 semaines, promis, j'arrête, je les enlève. Et en fait, évidemment, ça a bien pris. Et donc très naturellement, les gens m'ont demandé d'en avoir plus, d'avoir des ateliers avec ça. J'avais beaucoup de questions sur justement les bienfaits des bols sur le corps, l'esprit. Et donc très naturellement, j'ai pensé à faire une formation. Ok. Donc voilà, je donne des formations aussi pour des formations sur 2 jours pour apprendre justement à utiliser les bols et aussi justement un côté plus théorique sur tout ce qu'on voyait tout à l'heure mais plus en détail. Et voilà, et tout ça s'est fait finalement hyper de façon très organique et très rapide aussi parce que je crois que j'ai lancé ma première formation en 2022. Mais quand on est au bon endroit, bizarrement, ça va vite. Exactement. Et les étoiles s'alignent. Exactement. En général, c'est quand on patauge dans la mare que il y a des questions à se poser. Ça, c'est un message pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc même si moi j'avais eu la chance de bénéficier des bienfaits des sun baths aux Émirats, moi j'ai découvert vraiment la pratique là-bas parce que aux Émirats et notamment à Dubaï, il y a l'influence de toute la région de l'Inde, du Pakistan, enfin de tous les pays à côté qui sont aussi très spirituels et très branchés bien-être. J'ai redécouvert avec toi et avec la voix de déesse de Jordan Sonal, puisque vous proposez en ligne donc des cours en fait, des pratiques mêlant donc les sun baths et le chant de Jordan via l'application que tu as créée justement Bubble Wellness. Est-ce que tu peux me parler de l'origine et du développement de ce projet? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les formations, c'était pas suffisant. Pendant le confinement, j'avais énormément, beaucoup de personnes n'allaient pas bien. Enfin, ça, on s'en souvient, c'était quand même un sacré choc. Et donc, j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir pour des conseils justement sur comment faire pour améliorer ci ou ça. Et donc, j'étais tout le temps en train de leur proposer va voir plutôt une coach ou tel hypnothérapeute ou tel sophro, etc., etc. Et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais tellement avoir un espace avec tous ces gens que moi, en fait, j'ai testé dans ma vie parce que pour tout simplement essayer de me remettre d'aplomb à travers toutes mes épreuves. Et donc, en fait, l'idée de créer une application pour le bien-être de l'esprit a commencé à germer pendant le confinement. Donc ça fait déjà un bon moment. Et en fait, donc à l'époque, moi j'étais aussi prof de yoga. Je me disais la partie physique c'est super, mais ce que je voyais c'est que beaucoup de personnes, par exemple, utilisaient la course pour se défouler ou la natation. Et donc je me disais en fait,
faites ce que vous voulez, bougez votre corps. Tant que vous bougez, c'est bon. La nourriture, on sait, c'est hyper important. Mais je voulais pas rentrer là-dedans non plus. Donc, je me suis dit, OK, je vais me concentrer uniquement sur l'esprit. Vraiment. Et toutes les pratiques qui m'ont aidé, qui ont aidé ma petite tête à aller mieux, je vais essayer de les rassembler. Et donc, en fait, ça a commencé à germer comme ça. Et donc, j'ai lancé vraiment en décembre 2022 officiellement, sauf que j'ai accouché en janvier 2023. Donc, c'est vrai que le projet est resté un petit peu... on va dire officieux, même s'il était lancé pendant bien 9 mois. Et finalement, c'était seulement en septembre 2023 que j'ai pu commencer à lancer officiellement ce projet et à me mettre dessus. Donc, je suis trop contente. Et voilà, donc pour en dire un petit peu plus sur l'app, comme je disais, j'ai essayé de rassembler tous les gens, toutes les pratiques que j'adore et qui m'ont aidée. Donc il y a principalement de la méditation, de tous les styles, évidemment du sound bass parce que voilà, c'est ce que j'adore. Jordan, je l'ai découverte à Pornic lors d'un soin qu'elle fait qui est exceptionnel. Elle est magique cette femme, non, mais franchement, elle est magique. C'est une sirène, c'est une Je crois sirène. qu'on est tous sortis de la séance, mais on planait, mais à 2000 quoi. C'est incroyable. Le mélange de vos pratiques, il faut le vivre. Je suis bien d'accord. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez voir Jordan à Pornic ou à Nantes. C'est une petite sirène qui fait des soins dans l'eau divin. Et donc elle a une voix magnifique. Donc je lui ai demandé de faire du chant intuitif pour l'application. On a créé aussi une piste effectivement ensemble. Il y a aussi d'autres types de méditation, hein, pas que sonore. Il y a aussi pleine conscience, nidra. Il y a de la respiration apaisante et aussi énergisante. Et après, en fait, les contenus sont classés par émotion, justement pour ma petite personne qui a beaucoup d'émotions. Donc voilà, si vous êtes stressé, fatigué, etc., vous avez juste à cliquer et là, il y a des contenus qui remontent. Donc vous trouverez aussi de l'hypnose, du coaching, de la sophro, voilà, plein de... L'idée, en fait, c'est tout simplement que chaque personne trouve une pratique avec laquelle il va matcher. Parce que on est tous différents. Moi, j'ai plein d'amis à qui j'ai fait tester X ou Y pratiques qui n'accrochent pas ou qui, au contraire, accrochent alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir tester plein de choses avant de se dire, OK, vraiment ça, c'est pas du tout pour moi. Mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et voilà, si c'est pas la méditation, ce sera le coaching ou ce sera la respiration. Génial. Mais prendre soin de sa tête, c'est aussi important que prendre soin de son corps ou que prendre soin de son ventre en fait, c'est un bien-être global qu'on veut. Exactement. Moi, je distingue pas santé mentale et santé physique, en fait. C'est prendre soin de sa santé. Parce que tellement tout est lié. Finalement, le corps ne va pas sans l'esprit ne va pas sans le corps. En fait, c'est prendre soin de sa santé, tout simplement. Mais c'est complètement ça. Ouais, tout à fait. Au-delà de cet aspect bien-être, quels sont les challenges d'une aventure entrepreneuriale et de créer une telle app ? Ouh là là, les challenges. Alors c'est pareil, moi toute la partie, on va dire professeur, pratique, etc. Ça c'est ce que j'aime, donc et c'est ce que je connais en plus. Donc il y avait aucun problème là-dessus. On va dire que pour moi la partie la plus difficile sur l'application, c'était que pour la première fois, en tout cas depuis que je suis à mon compte, j'ai dû complètement laisser la main et faire confiance à une autre personne pour la partie développement pur et dur hein, de l'application, donc le côté codage. Moi, je suis nulle dans tout ça, je ne sais même pas écrire une ligne de code. Donc en fait, vraiment se dire OK, je fais complètement confiance. Et même actuellement, l'app est développée, mais s'il y a le moindre bug, ou si je veux faire des mises à jour, des choses, c'est forcément une autre personne qui va devoir faire ça. Moi, je suis impuissante. Et ça, j'ai beaucoup de mal parce que quand on est entrepreneur, on est multicasquette, on fait tout. Et j'aime ce côté où s'il y a une urgence, normalement, c'est moi qui peut résoudre ça en 2 temps 3 mouvements. Là, je ne peux pas. Et donc ça, c'est ma plus grosse difficulté. Donc bien s'entourer tout de suite. Quand tu as eu l'idée du projet, tu t'es entourée de personnes compétentes que tu as trouvées comment ? Alors, bouche à oreille.
bouche à oreille énormément. Je trouve que ça c'est très très important et j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur d'ailleurs la personne qui m'a développé l'app, on va dire, n'était pas trop, enfin évidemment c'est quelqu'un qui est geek parce que c'est voilà, elle sait coder, mais elle a su en fait traduire ce que je lui disais en langage geek, on va dire. Donc et ça c'était très très important parce que moi je ne savais pas non plus faire cette partie. Donc oui, bien s'entourer, je trouve que ça c'est primordial. Avant qu'on passe aux petites questions de fin, quels sont peut-être les principaux apprentissages, la plus grande leçon que tu tires de toute cette aventure, autant dans la recherche de ton bien-être, dans la guérison, on va dire, de cette petite fille qui n'arrivait pas à s'exprimer, ou autant dans ton aventure entrepreneuriale? Je dirais que c'est tout simplement en fait apprendre à s'écouter et à être honnête avec soi-même. Ce que j'avais beaucoup de mal à faire quand j'étais jeune parce que tout simplement en fait je pense que naturellement je suis pas quelqu'un, je sors un peu des cases prédéfinies et je n'acceptais pas ça du tout quand j'étais petite. Maintenant je suis plus grande et je travaille encore dessus parce que j'ai été éduquée d'une certaine façon et donc sortir des cases c'est encore un peu parfois difficile pour moi et je dois me faire un peu violence. Mais finalement en fait lorsqu'on est aligné avec soi-même, on porte un projet qui est aligné avec justement nos valeurs, tout s'aligne. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, quand on est aligné, il y a tout qui s'enchaîne vite et bien et ça demande pas d'effort. Quand il y a trop de résistance, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Tout à fait. On va finir par des questions. L'idée, c'est d'y répondre avec des réponses assez courtes. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet mais qui n'osent pas? Alors déjà, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Ça, faut bien le savoir. Il y a tous les profils ne peuvent pas matcher avec ce style de vie. Mais je dirais tout simplement, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Tous les jours, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et en fonction de la réponse, ajustez ou non. Mais voilà. Tes routines, alors bien sûr, on a parlé de tout ce que tu fais, mais peut-être qu'il y a des choses que tu nous as pas dit dans les routines pour rester bien physiquement et mentalement. Alors, rester bien physiquement, moi évidemment, je pratique beaucoup de yoga et de pilates. Je dirais faire une activité physique, même de la marche en fait, même marcher 10 minutes tous les jours d'un bon pas, c'est génial et ça suffit si vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Et pour le côté mental, alors évidemment, moi je médite, mais si vous n'avez pas l'envie de vous lancer là-dedans, je dirais que le plus important mentalement, c'est d'être intentionnel dans ce que vous faites et peut-être commencer le matin en pensant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ou moi j'ai un petit rituel du verre d'eau le matin où en fait je me dis une intention pour ma journée ou une intention sur laquelle je travaille pendant des mois. Ouais, bien sûr. Et vraiment en fait pensez aux mots que vous dites parce qu'ils ont vraiment une importance. Donc en buvant ton verre d'eau, tu penses à une intention, un mot et je la verbalise pour la journée. Je la dis à voix haute. Par exemple, ce matin, c'était quoi? Non, c'est trop personnel, ça je peux pas partager, mais en fait, pensez juste à bien faire la phrase à l'affirmatif, très important. Donc par exemple, je veux ou je suis. Ça, c'est très puissant lorsque vous dites déjà quelque chose au présent. Vous êtes déjà, même si c'est quelque chose que vous désirez. Je suis fort, je suis courageux. Par exemple, si vous avez une grosse réunion ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et juste être vraiment très, très intentionnel dans tout ce que vous dites. Même aux autres, finalement. Nos mots ont tellement d'importance et de puissance. Je pense que tout le monde a connu la petite expérience d'ailleurs du riz auquel on dit je t'aime, ou la plante auquel on dit je t'aime ou je te déteste. Et voilà, il y en a un qui reste très la plante reste très belle et dans l'autre cas elle meurt. Voilà, on sait que le pouvoir des mots est très important et donc ça c'est pour moi le plus important. Tout à fait. Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire? Ça peut être un livre, un film, un podcast, une musique, ce que tu veux. Il y en a tellement. Mais alors, je suis fan absolue de Joe Dispenza. Donc, tout ce qu'il peut faire, n'hésitez pas. Il a écrit un super livre, Devenir super conscient, justement, sur tout ce qui est manifestation. J'adore le podcast de Jay Shetty, On Purpose, qui est super si vous parlez anglais, ou Les Conversations du Tigre en français, avec Élodie Garamond. Je le trouve très intéressant aussi.
beaucoup de Jay sujets. Ouais, et Jay Shetty, il propose des petits exercices aussi que je fais de plus en plus pour faire le bilan de son année, pour faire et c'est super bien. J'avais fait son exercice qu'elle avait proposé en couple, de se poser des questions et puis de répondre. C'est vraiment une belle ressource que j'aime beaucoup aussi. Tes citations préférées? Alors, j'en ai une de Rumi. Regardez à l'intérieur de vous-même, tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Très joli. Les conseils que l'on t'a donnés et que tu aurais aimé connaître avant de te lancer dans tes projets. J'en ai pas vraiment reçu, mais je dirais que le plus important, c'est d'être bien aligné avec soi, d'avoir une vision claire et de bien s'entourer. Ce qu'on a dit tout à l'heure, mais tellement important. Et tes conseils pour bien s'entourer, ça a été lesquels, toi? Alors, je suis encore en train d'apprendre, mais de mon côté, je suis quelqu'un de très intuitif. Donc, je vais avoir tendance à vraiment, lorsque je sens une bonne connexion avec quelqu'un, faire confiance à ça. Et ça m'a trompée bien des fois. Donc, en fait, maintenant, j'essaye à la fois d'écouter un petit peu cette partie-là, mais aussi de me baser sur, tout simplement, en fait, des choses beaucoup plus concrètes. Et de pas hésiter, surtout dès le début, à spécifier que là, on va tester pendant X semaines ou mois. Avant de se lancer et de se lancer dans quelque chose de plus permanent, on va dire. D'accord. Ta plus grande audace, est-ce que tu en retires? Je dirais que c'est tout simplement de m'être lancée dans ces projets, aussi bien l'application que d'être partie à Los Angeles et de pas avoir eu peur de faire des erreurs. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai jamais vu, moi pour le coup vraiment, et je sais que ça peut paraître cliché, mais il n'y a pas vraiment d'échec pour moi. Quand on est entrepreneur, on apprend et il faut juste se relever et par contre bien apprendre et vite, c'est leçon. Qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre à te connaître? Je dirais que c'est toutes les épreuves de la vie, les hauts comme les bas en fait. C'est là où on découvre dans les bas comment on réagit, dans les hauts aussi comment on réagit. Et je dirais que c'est ça, les épreuves. Ce podcast encourage chaque personne à devenir acteur de sa vie, une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast, que tu n'as pas forcément entendu beaucoup ailleurs. J'ai le droit de dire n'importe qui? Oui. Alors moi, je suis fan de, sur Instagram, elle s'appelle Mama Medicine. Ok. Elle s'appelle Deborah Heinkamp et c'est vraiment quelqu'un de très très inspirant et je connais pas trop son parcours donc j'aimerais bien. D'accord, trop chouette, je vais aller découvrir. Et ma dernière question, c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie? Devenir acteur de sa vie, pour moi, c'est agir, prendre les rênes, définir ses règles et créer une réalité sur mesure. Merci. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu.